Bonjour Guillaume. Bonjour Nicole. Guillaume, comment analyseriez-vous le résultat des dernières élections départementales ? À la surface des choses, je dirais qu'il y a le processus habituel qui voit le parti au pouvoir perdre toutes les élections intermédiaires, les unes après les autres, jusqu'à la fameuse alternance des élections présidentielles et législatives à venir. Donc c'est bis repetita, à chaque fois c'est un petit peu la même chose. Nicolas Sarkozy a bien dit l'alternance est en marche et rien ne saura l'arrêter. Simplement la question c'est de savoir si on recherche une alternance ou si on recherche une alternative à la faillite actuelle de la chose publique. Parce que plus en profondeur, il y a véritablement cette crise politique. Le Huffington Post français vient d'inaugurer un thermomètre de la crise au pouvoir. C'est intéressant comme appellation. Et son premier relevé de température, en quelque sorte, dit que 71% des Français ne croient plus dans leur système politique. Ça veut dire que ce ne sont pas simplement les hommes politiques qui sont discrédités, ce ne sont pas simplement les partis politiques en eux-mêmes, mais c'est le système politique aujourd'hui qui est mis à mal et qui est en crise très grave. Donc je crois qu'il faut éviter d'avoir les yeux exclusivement tournés vers 2017. Mais alors cela signifie-t-il, Guillaume, que les élections présidentielles de 2017 n'auront aucune signification ? Je pense que 2017 compte, évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Simplement, je pense qu'il faut cerner la mesure des choses. Il y a eu les élections départementales, on va avoir les élections régionales au mois de décembre prochain, et juste derrière va s'ouvrir une période de 18 mois qui va tourner autour de l'obsession présidentielle jusqu'au grand spectacle final. Donc, est-ce qu'il y a là moyen de discuter des véritables dynamiques susceptibles de créer une alternative ? Probablement non, ou alors vraiment à la marge. Donc on va avoir tendance à se concentrer sur la recherche du candidat idéal ou de pouvoir influer sur les programmes. Simplement, quel est l'enjeu qui est derrière tout ça ? On sait comment se bâtissent les programmes électoraux. Il s'agit de bâtir des éléments de langage, de signifier des marqueurs forts pour séduire des segments d'électorat. C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'addition des segments d'électorat est supposée fournir à l'un ou l'autre des candidats une majorité. Donc si on veut juste s'inscrire dans cette obsession 2017, on risque en quelque sorte d'essayer de prendre le pouvoir par procuration, avec une influence, et de croire pouvoir prendre le pouvoir à 20h et le perdre à 20h05, d'une certaine manière. Alors comment est-il possible de prendre le pouvoir dans ces conditions ? Est-ce qu'il s'agit de prendre le pouvoir ? Moi je me demande où sont les pouvoirs parfois. Quels sont les pouvoirs qui nous sont accessibles, quels sont les pouvoirs qui demeurent et quels sont les pouvoirs qui sont aujourd'hui menacés. Et je pense notamment à l'échelon local. Et j'appellerais ça l'échelon micropolitique. Et aujourd'hui, on est en face d'une crise du macropolitique. Et bien, que se passe-t-il au niveau micropolitique ? Il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'engagement. Et malheureusement, il y a un rouleau compresseur en marche pour confisquer progressivement les libertés et responsabilités locales. Je pense notamment à la réforme territoriale et au regroupement de communes ou de communautés de communes en hypercommunalité. Je discutais avec un maire d'une petite ville de 11 000 habitants dans les Yvelines. Sa commune va être absorbée avec son intercommunalité dans un grand ensemble de 74 communes et 400 000 habitants dans lequel ils seront totalement noyés. Donc il se pose la question de ses libertés et de ses responsabilités locales dans un tel contexte. François Bayrou a dit, on part du principe que plus c'est gros, plus ça marche. Mais en fait, ce principe est faux. Alors, la question ne doit cependant pas être uniquement abordée sous l'angle de l'efficacité, puisque là, Bayrou parle d'efficacité. Elle doit aussi être abordée sous l'angle politique, de la légitimité politique des choses. Est-il légitime que des libertés naturelles, en quelque sorte politiques, micropolitiques, soient absorbées progressivement dans un grand ensemble pyramidal ? Je dirais que non, parce que la subsidiarité est gravement lésée. Donc là, je pense qu'il y a un terrain d'action qui me paraît très important si nous voulons reconstruire et présenter progressivement une alternative justement à cette faillite de la chose publique. Mais alors Guillaume, comment peut-on exercer des pouvoirs dans ces conditions ? C'est difficile, certes, parce qu'effectivement, vous avez cet échelon macropolitique qui est en crise grave. D'une certaine manière, on a l'impression que l'État est partout où il ne devrait pas être, et absent ou quasiment absent là où il devrait être, là où il devrait protéger, là où il devrait arbitrer, là où il devrait favoriser justement des dynamiques d'action des citoyens. Et il y a de l'autre côté cet échelon micropolitique qui est le premier lieu d'exercice des libertés et des responsabilités politiques.
Je crois qu'il y a un besoin d'engagement à ce niveau-là, mais ce besoin d'engagement ne nous est pas naturel parce qu'on sort de toute une période d'État-providence, d'État-nounou, de centralisation, de jacobinisme. Je lisais récemment sur le fil Twitter d'Alexandre Jardin certaines considérations de bon sens. Alexandre Jardin, il a lancé les zèbres. Les zèbres, sont des citoyens qui disent « laissez-nous faire ». Vous avez fait assez de dégâts comme ça, dit-il au parti, en quelque sorte, et nous, on va travailler les choses, et on a déjà commencé à les travailler à l'échelon local. Et c'est une très bonne direction que prennent les zèbres, par exemple Alexandre Jardin. Alors je lisais, il est tout de même ahurissant que nos partis ne mettent pas au cœur de leur projet le rôle effectif donné aux citoyens. Il a raison. Et pour cause, les partis ne veulent pas partager leur monopole de la chose publique, où ils se le partagent simplement entre eux. Et en parlant de l'échelon local, Alexandre Jardin se dit stupéfait que les maires français, élus du peuple, acceptent d'être niés par un État qui, lui, ne se réforme pas. Et il ajoute soumission durable, point d'interrogation. Moi, je pense que cette soumission ne peut plus durer. Et il faut briser cette fatalité du « on n'a pas le choix, c'est comme ça, le préfet de région a décidé, on ne peut rien faire » et on attend que nous tombe d'en haut un homme providentiel ou un programme présidentiel, providentiel. Je ne pense pas que la France pourra se reconstruire comme ça. Je pense que nous devons la reconstruire par la base, par nos propres responsabilités politiques. Mais alors dans cette perspective, on est à des années-lumière de la logique des partis, alors? On est à des années-lumière, oui. Et c'est une alternative. Je pense que là se situe la piste d'alternative, une alternative qu'il faut fonder aussi au plan métapolitique, une alternative à laquelle il faut donner de la force, et de la force politique. Exercer des pouvoirs donne une force politique. Défendre des libertés doit s'appuyer sur une force politique et sur des convictions. Je parlais tout à l'heure du critère d'efficacité. Si on ne se bat que sur le critère d'efficacité en disant « nous, on fera mieux », que ce qu'on n'ont pas fait ceux qui nous ont gouvernés jusqu'ici, c'est insuffisant, parce qu'il y a toujours des gens qui pourront essayer de nous démontrer que mais non, on sera moins efficace, etc. Je crois qu'il faut fonder ça sur les principes de subsidiarité, sur les principes de liberté, de responsabilité et de solidarité. Et c'est là que nous devons, je pense, refonder la notion de solidarité. On sent bien aujourd'hui qu'on vit dans une fragmentation terrible qui a besoin de faire ressurgir des solidarités profondes dans la sociologie des profondeurs de la France. Mais comment définir ces solidarités? Si on les définit simplement comme un bon sentiment ou un sentiment de partage, ce qui est très bien, ce n'est pas suffisant. Être solidaire, c'est une définition, une des acceptions du terme solidaire, c'est être lié par une responsabilité commune. Je crois que cette responsabilité commune est la base de solidarité nouvelle qu'il faudrait faire émerger dans les pays français, dans les territoires français, là où il y a des communautés de destin. C'est-à-dire qu'à un moment, des citoyens avec des maires, pas seulement des maires, avec des chefs d'entreprise, des commerçants, des associations, des agriculteurs, se prennent en main réellement pour dire comment allons-nous construire sur notre territoire, sur notre pays, des dynamiques de bien commun. Et comment allons-nous partager cette communauté de destin, y compris avec une logique d'aide, d'entraide, etc. Vous voyez, c'est une solidarité beaucoup plus large que la solidarité telle qu'on l'a entendue jusqu'ici, où il s'agissait simplement d'un vague sentiment de partage. Mais c'est une solidarité véritablement politique, ici, qui doit se mettre en œuvre. Est-ce là, Guillaume, le sens du nouveau catholicisme social dont vous nous avez déjà parlé? Je crois que c'en est un des aspects essentiels. La France est un pays fait de pays qui sont aujourd'hui en danger de mort. Il est hors de question de laisser crever nos pays de France. Et cela suppose un engagement très fort. Au XIXe siècle, il y a eu un engagement très fort contre le rouleau compresseur de l'industrialisation de masse qui maltraitait les ouvriers. Et il y a eu une réaction très puissante du catholicisme social. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une réaction du catholicisme social, d'un nouveau catholicisme social qui puisse appréhender cette problématique de la mondialisation, c'est-à-dire des peuples qui sont maltraités par la mondialisation, parce que la situation est quand même invraisemblable. Je crois que ce qui est normal, c'est que les gens, nous puissions vivre et travailler au pays, là où nous sommes nés, là où nous avons nos familles, là où nous avons nos racines, des amitiés. Et je crois que c'est ça ce qui est normal. Ce qui est
Ce qui n'est pas normal, c'est le déracinement. Je pense il faut se réenraciner dans ce que nous sommes, dans le lieu où nous sommes, parce qu'il y a non seulement une communauté de destin au sens politique, économique, créer des emplois par exemple, mais qui doit s'appuyer aussi sur une réalité culturelle et historique qui existe dans ces pays français et qui ont fait la France et qui sont dans son histoire. Alors cela signifie qu'il faut lutter contre la mondialisation, alors. Et je vais vous dire une chose, je crois qu'il y a un énorme mensonge sur la mondialisation qui est rebattu depuis plusieurs décennies. C'est l'idée que la mondialisation est un fait. La mondialisation est un fait, ça ne sert à rien d'être pour ou d'être contre, c'est inéluctable, c'est une marche de l'histoire. Or, c'est faux. La mondialisation est un choix. La mondialisation est un choix. C'est un choix que d'avoir décidé d'ouvrir les frontières à tout vent, aux capitaux, aux marchandises, aux biens, aux personnes également. Il y a bien des gens qui ont décidé de faire ça. Vous savez, dans un débat en mai 2012, juste avant son élection à la présidence de la République, François Hollande dialoguait avec Edgar Morin dans Le Monde. C'est un dialogue très intéressant d'ailleurs, de bon niveau intellectuel, et il parle de la mondialisation. Et que dit François Hollande? Je vais vous le citer. Il dit: la mondialisation n'est pas une loi de la physique, c'est une construction politique, ce que des hommes ont décidé et construit, d'autres hommes peuvent le changer. Et il a raison, François Hollande, en mai 2012, quand il dit ça. Et la désindustrialisation, on l'a présentée également comme une fatalité. Mais c'est bien une décision qui a été prise de libéraliser tout, afin qu'on puisse faire travailler des semi-esclaves dans d'autres pays pour produire les produits manufacturés à faible valeur ajoutée. Et les apôtres de la mondialisation heureuse, comme on dit, avaient promis que chez nous, on n'avait plus besoin d'industrie, parce qu'on allait construire une société de col blanc. Les cols blancs, c'est les cadres et les ingénieurs, vous savez, à l'usine, par opposition aux cols bleus qui portent une blouse parce qu'ils sont ouvriers. Une société de col blanc avec plus de 80% d'une classe d'âge au bac et en études supérieures. Mais tout cela est un mensonge. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que cette société de col blanc n'advient pas, qu'il n'y a pas les emplois pour nos enfants, il n'y a pas les emplois pour nos petits-enfants. Ils sont où les emplois? Mais la vérité, c'est que le chômage de masse était prévu dans le dispositif. Et Manuel Valls l'a dit lui-même. Alors les médias français l'ont très peu relevé, mais il a dit deux choses à Berlin et à Londres. Fin septembre 2014, à Berlin, la France a une préférence pour le chômage de masse bien indemnisé. C'est un fait. Quelques jours plus tard, le 6 octobre, à Londres, il ajoute « Nous, en France, nous avons fait le choix d'un chômage très important et très bien indemnisé. » Vous trouvez ça dans Le Monde du 6 octobre 2014. Très bien indemnisé et financé par quoi, on le sait? Par la dette, bien évidemment. Et là, il y a des mensonges à dénoncer sur ce projet de mondialisation. Mais au-delà de dénoncer des mensonges, je pense qu'il faut lancer désormais cette dynamique de solidarité nouvelle pour que les gens puissent vivre et travailler au pays. Mais alors, Guillaume, quel rôle les catholiques peuvent-ils jouer exactement dans ce cadre? Mais je crois que les catholiques sont très bien placés dans cette affaire. Parce qu'ils peuvent s'appuyer sur une doctrine sociale, celle de l'Église, qui est ancienne, qui est fondée et qui a un certain nombre de principes qui sont connus aujourd'hui par les catholiques. Toute la question est de savoir comment incarner ces principes de la doctrine sociale pour un catholicisme social de notre temps, adapté aux circonstances de notre temps. Mais quand on parlait tout à l'heure de liberté, de responsabilité, de subsidiarité, de solidarité, dans la doctrine sociale de l'Église, tout cela est très clairement exprimé et défini, et nous le connaissons. Mais il faut en donner le vrai sens et l'approfondir dans l'action, justement. Et je crois que si les catholiques restent uniquement centrés sur la défense des valeurs, par exemple, défendre la famille, c'est essentiel, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais c'est essentiel et il faut continuer à le faire, mais pas simplement être dans un discours de défense des valeurs, mais s'incarner politiquement dans un nouveau catholicisme social, dans la construction de nouvelles solidarités. Ça me paraît indispensable parce que notre vocation, c'est pas d'être enfermé dans une sorte de ghetto culturel. C'est pas d'être un segment d'électorat qu'on puisse rabattre tranquillement vers tel ou tel candidat. C'est pas ça notre vocation. C'est d'agir dans la cité avec les autres. Donc vous prônez en fait l'inverse de ce qu'on appelait le repli communautaire. Oui, c'est vrai que c'est l'inverse du repli communautaire, parce que les catholiques sont appelés à faire de la politique comme tous les citoyens. Et ils sont appelés à faire de la politique avec des gens qui ne sont pas catholiques. Donc ils sont appelés à coopérer et à travailler et agir avec des personnes qui viennent de tous horizons et de toutes religions.
Et dans ce cadre, je crois qu'il est important de déployer des amitiés sociales, culturelles, politiques, dans le pays, dans toute la population, pour favoriser ces dynamiques de bien commun. Nous, notre rôle, ce serait de diriguer ces dynamiques de bien commun, et non pas de récupérer une action politique pour une communauté. Parce que notre objectif, je pense, c'est de faire vivre des communautés de destin, et non pas de faire vivre simplement notre communauté de ressemblance. D'être le sel de la terre, autrement dit, Guillaume. Absolument, Nicole, être le sel de la terre. Ouais.